Catherine Poulin qui est à côté de moi et qui a sorti donc un premier roman qui s'appelle Le Grand Marin. Alors je dis premier roman parce que je suis à peu près sûr qu'il y en aura d'autres. Ne serait-ce qu'en regardant la quatrième de couverture du roman, on se dit qu'avec la vie que vous avez eue, vous avez sûrement pas mal de choses à raconter. Et vous entrez dans le monde littéraire avec un livre qui est une sorte de coup de poing quand même, me semble-t-il. En tout cas, on va essayer d'aborder ça parce que je pense que tout le monde ne l'a pas encore lu. Mais j'imagine qu'à la suite de cette rencontre, vous aurez tous envie de le lire. En tout cas, je vous le souhaite. Parce que c'est vraiment un choc quand on lit ce livre-là et c'est vraiment plein de vie. Et j'aimerais qu'on parle de ça, de l'écriture, de la manière avec laquelle vous avez fait ce livre-là, peut-être la durée de gestation de ce livre. Mais avant ça, Catherine Poulin, si vous en êtes d'accord, j'aimerais qu'on parle un peu de vous parce que y a forcément un lien entre votre vie et ce que vous racontez là. Puisque quand on lit la quatrième de couverture du livre, on apprend que vous avez beaucoup voyagé, mais que vous avez notamment pêché pendant 10 ans en Alaska, ce qui est le sujet de ce livre-là. Vous avez été aussi barmaid à Hong Kong, ce sera peut-être l'objet d'un autre livre. Vous avez travaillé dans des fermes au Canada, vous avez travaillé dans des chantiers navals aux USA, et dans une conserverie de poissons en Islande, et vous avez sûrement fait beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, votre temps se partage entre la Provence, où vous élevez des moutons, et le Médoc, où vous élevez du vin. Donc c'est assez étonnant comme partage, mais bon, c'est plutôt sympathique. Donc j'aimerais, avant qu'on commence sur ce livre-là, qui est un roman, puisque le personnage principal s'appelle Lily, s'appelle pas Catherine. Oui. Donc déjà, quand on dit que le personnage ne s'appelle pas comme l'auteur, c'est qu'on veut montrer qu'il y a de la fiction, peut-être, un peu, dans ce livre-là. En tout cas, qu'il y a une distance avec l'auteur. En fait, pas vraiment. Mais je ne voulais absolument pas écrire un récit autobiographique, ni une expérience de pêche. Je voulais parler de ce monde de la pêche, de ce grand marin et des grands marins. Et j'avais déjà écrit depuis longtemps, j'avais commencé des textes, j'avais commencé des scènes de pêche. Et puis tout d'un coup, j'étais tellement habitée par mon Alaska que j'avais vécu. Je me suis dit, je pourrais mettre ce petit personnage au milieu qui passe. Et donc, je dis, je peux essayer, mais il me manquait toujours le fil là, entre ces personnages, ces marins. Et le fil conducteur, c'était le personnage. Et donc, c'était pas mal autobiographique. Et j'ai essayé. On va revenir là-dessus parce qu'on a plusieurs façons de lire ce livre-là. Il y a notamment, c'est un livre de rencontres, de portraits. Il y a des lieux, à un moment donné, il y a un personnage qui est le grand marin, sur lequel il est donné une ressemblance, soit avec Sisyphe, soit avec des personnages de la mythologie. Et on peut se dire que dans ce livre-là, Lily, qui rencontre tous ces pêcheurs et tous ces gens qui vivent à Kodiak, qui est une ville à l'intérieur de l'île de Kodiak qui se trouve en Alaska, on peut s'imaginer que c'est un parcours aussi qu'elle fait, comme dans les contes mythologiques, on passe par des étapes comme ça, des rencontres que l'on fait, et il y a des personnages plutôt bienveillants avec elle, il peut y en avoir d'autres qui le sont moins, mais en tout cas on a l'impression que ça pourrait être ça. Mais avant de rentrer dans le livre, je voudrais me servir quand même du livre pour parler de votre vie, puisque Le Grand Marin commence avec l'arrivée de Lily en Alaska. Elle vient de quitter à la page 1 Manosque, et à la fin de la page 1, elle est déjà quasiment, elle est aux États-Unis, et à la page 2, elle est déjà en Alaska, donc ça va très vite. Et donc ce serait la rupture, une fuite. Chez Lily, on sent qu'il y a une fuite par rapport à Manosque, qu'elle appelle Manosque les couteaux, et dont elle dit qu'elle fuit quelqu'un, enfin qu'elle fuit une vie qu'elle a eue là-bas. On ne sait pas exactement quoi. Est-ce que ça a été votre première étape à vous dans votre vie personnelle? Est-ce que la première chose ça a été l'Alaska, ou est-ce que, comme le laisserait entendre la quatrième de couverture, vous êtes passé d'abord par l'Islande et par d'autres pays? Oh, j'ai beaucoup voyagé avant l'Alaska. L'Alaska, c'est arrivé de manière tellement puissante et parce que j'avais déjà parcouru beaucoup le monde et tout d'un coup, il fallait aller très loin, il fallait aller au bout du monde, il fallait aller voir ce qu'il y avait derrière les limites. Alors, le bout du monde, il y en a beaucoup de questions dans le livre, parce que Lily, quand elle arrive en Alaska, elle veut d'abord trouver un bateau pour aller faire la pêche, mais l'objectif, c'est d'aller au bout du monde qui s'appelle Point Barrow, c'est ça? Point Barrow. Point Barrow, je suis allé voir sur Google quand même pour voir un petit peu.
ben, j'ai pas très envie d'aller là-bas, mais enfin bon, chacun son truc, mais ça a l'air d'être effectivement, c'est le point le plus septentrional des États-Unis, puisque l'Alaska fait partie des États-Unis, donc c'est le point le plus septentrional, et Lily, quand elle évoque ça, elle dit qu'elle veut mettre les jambes, elle veut laisser pendre les jambes au bord du bout du monde, comme si après il n'y avait plus rien. C'était un souhait que vous aviez, vous, de voir Point Barrow aussi, quand vous êtes parti de France? Oui, c'était l'image. Je rêvais à cette image parce que c'est beau d'avoir des images, même si elles ne veulent rien dire. On se dit on va aller au bout, puis au bout, on laissera prendre ses jambes, on regardera le vide, et puis on se dira, il n'y a rien au bout. Et là, on choisira, est-ce qu'on saute? Peut-être qu'on sautera. Alors, avant d'aller à Point Barrow, dans le livre, c'est un peu je dirais, le Moby Dick de Lily. Point Barrow, elle veut y aller, mais elle reste à Kodiak. Je voudrais qu'on arrive, puisque vous dites que vous n'avez pas commencé par l'Alaska, mais dans le livre aussi, Lily, elle quitte la France, elle traverse les États-Unis pour $100 avec un bus qui l'amène à Seattle, et ensuite elle va partir en Alaska. Et donc on arrive tout de suite dans l'Alaska. Et il me semblait que dans votre livre, il y avait quelque chose il faut sauver le soldat Ryan. C'est-à-dire que c'est le débarquement, on arrive là-dedans, on est dans un univers assez incroyable, très masculin, où les bistrots, les cafés ont une importance considérable, ainsi que les bateaux dans lesquels on dort. On dort dans des bateaux, dans des shelters, c'est-à-dire des refuges, on dort dans des trucks, dans des camions. On imagine une nature à la fois luxuriante et quand même assez rustique. Et Lily arrive là-dedans, on se dit, ça fait quoi? Ça fait peut-être 15 jours qu'elle a quitté Manosque, et elle va monter dans un bateau pour partir à la pêche, d'abord à la Morue Noire. Et là, ça va à toute vitesse, on s'en prend plein la figure. Comment vous avez composé ce livre-là? Est-ce que la gestation a été longue? Est-ce que cette entrée en matière, vous l'avez voulu pour que le lecteur soit immergé tout de suite dans cet univers-là? J'avais deux choses différentes. Les premières années, je suis partie pêcher en Alaska, j'ai pêché 10 ans. Les premières années, je rentrais l'hiver pour des raisons importantes, et je repartais dès la belle saison, de la fin de l'hiver. Et là, j'en profitais, je me réfugiais dans une petite maison de pierre de famille, et j'écrivais cette pêche, ces premières pêches, pour ne pas oublier, je ne sais pas pourquoi. Et à côté, je tenais des cahiers, toute ma vie j'ai tenu des carnets, où je racontais des images, des scènes, ce qui se passait. Et j'avais là ce grand marin qui était là, bien bien présent, et évidemment tous ces pêcheurs. Et en fait, je me suis servi des deux, en fait, pour essayer de faire un livre complet. Mais la question, c'était sur le démarrage, qui est très brusque, parce que j'ai remarqué une chose dans l'écriture du livre, c'est que quand on entre dans cet univers de Kodiak, il n'y a pas tellement de description. On va vers quelque chose qui serait de l'ordre de l'essentiel. L'essentiel, c'est de manger, c'est de travailler pour manger. Donc il y a une urgence vraiment très très forte chez Lily quand elle arrive là. On voit des silhouettes comme ça, on voit des gens, mais il n'y a pas de description de paysage, on n'a rien du tout. Et tout de suite, on est dans une urgence, nous, en tant que lecteurs. Et dès qu'elle va monter sur le bateau, là, il y a tenir son rang, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne doit pas y arriver, et c'est d'une violence incroyable entre les éléments déchaînés, le danger de la pêche à la palangre sur lequel on reviendra, l'univers masculin et cette urgence qui est en elle. Nous, on est complètement pris là-dessus. Alors, est-ce que vous aviez l'intention, paradoxalement, le terme que j'emploierais, c'est débouillanter le lecteur. Vous savez, comme vous mettez un crustacé dans l'eau bouillante pour le cuisiner, il faut le débouillanter d'un coup. Et j'ai l'impression que le lecteur, il n'est peut-être pas ébouillanté, il peut peut-être être gelé d'un coup, mais il est jeté comme ça dans le feu de l'action. Oh non, j'ai rien fait pour le lecteur. J'ai fait mon histoire comme je me dis, il faut aller vite, ça va vite, parce qu'il y a une urgence, et puis c'est comme ça, c'est bref, c'est comme oui, c'est évident, il faut y aller, on y va, on y est, et puis on fait quoi maintenant? Il n'y a plus aucune question qui se pose puisqu'on a tout quitté. On a tout laissé. Alors le livre est écrit au présent et le début du livre c'est vraiment des phrases courtes avec des phrases au présent, on avance comme ça, comme s'il n'y avait pas d'épaisseur. L'avenir on ne sait pas trop ce qu'il va être, même si on annonce que certains bateaux ne reviennent pas, ils vont dans le fond comme ils disent, ils vont par le fond. On sait qu'il y a un danger en permanence et puis il y a un passé. Et le passé de Lily, quand le livre commence, c'est ce qu'elle fuit. Et j'ai l'impression que le présent, il est là pour que jamais on ne regarde en arrière, ne jamais parler du passé. Donc quand
quand vous mettez Lily dans cette situation-là, évidemment, vous donnez au lecteur l'idée que le roman commence après un roman précédent, presque. Un roman qui l'aurait fait partir de Manosque. Est-ce que le passé de Lily, c'est quelque chose que vous avez imaginé pour faire de ce personnage un personnage dans l'urgence, ou est-ce que c'est lié à votre propre biographie et quelque chose que vous vouliez quitter et sur lequel je ne vous interrogerai pas? Les deux. C'est lié à ma propre vie, c'est aussi une autre histoire que j'ai écrite, mais c'est surtout une autre histoire. Et on ne va pas tout mélanger. Et je voulais que ce personnage, Lily, soit comme les autres qui arrivent là-bas en Alaska. C'est-à-dire des gens qui arrivent de loin, qui ont tous un passé, enfin plus ou moins douloureux ou violent. Mais elle est dans la même enseigne, donc il faut laisser ce côté de mystère. Je me suis dit, on va pas tout dire non plus au lecteur, on va pas tout mettre sur un plateau. C'est pas un récit journalistique. Alors, le personnage de Lily m'a fait penser à un personnage de la littérature américaine, un personnage qu'on trouve chez Rick Bass, dans une nouvelle qui s'appelle Platte River, dans lequel on voit une femme qui a quitté un mari violent et qui arrive dans le Montana. Alors si je prends cet exemple-là, parce que j'ai vraiment pensé, elle arrive dans le Montana et elle va poser sa tente au bord d'une rivière qui est gelée l'hiver, à plein de neige, etc. Et elle va réapprendre à vivre au contact de la nature. Là, il me semble que dans le cas de Lily, elle suit quelque chose, et ce au cœur de quoi elle va apprendre à vivre, je dirais, ces deux choses, c'est pas tellement la nature, mais ce sont les hommes et la mort. Notamment la mort qu'elle donne. On verra ça tout à l'heure, mais comme les autres pêcheurs, elle va donner la mort à des centaines de milliers de poissons, et d'une manière assez expéditive. Et j'ai l'impression que ces deux choses vont lui redonner une sorte d'ancrage dans la vie. Elle veut aller au combat, ou mourir. Elle veut trouver quelque chose qui vaille la peine de vivre et même de mourir, donc, parce que... Et ça peut être un combat, ça peut être une lutte contre ses propres... les choses qui nous habitent. Mais avant tout, elle sait que c'est dans un pays rude et qui ne fait aucune concession que l'on peut le mieux les trouver. Parce que là, il n'y a pas de cadeau, il faut vraiment il faut combattre. Alors vous disiez tout à l'heure que vous preniez des notes, vous notiez ce que vous viviez. L'action se passe à Kodiak, et je l'ai encore une fois sur Google, je ne peux pas me passer de Google, et j'ai vérifié que les rues dont vous parliez existaient bien, j'ai vu le plan de la ville, etc. Et donc je me suis dit que si vous aviez la volonté de rendre la chose réelle, c'est probablement que vous étiez inspiré de ce que vous aviez écrit dans vos carnets. Au moment de l'écriture, est-ce qu'il y a un sentiment de devoir être juste par rapport aux gens que vous avez peut-être croisés là-bas et qui y sont encore, ou à ceux qui ont disparu, est-ce que vous aviez le sentiment d'écrire aussi? Alors vous disiez pas tellement pour le lecteur, mais en tout cas vous pensiez pas trop au lecteur, mais est-ce que vous pensiez à eux? Et est-ce que ça vous a donné une sorte d'injonction de devoir dire les choses le plus justement possible? Oui, et là ça a été parfois un gros souci, parce que je me disais, mais il faut aussi que tu racontes, que tu fasses un roman. Et il y avait toujours ce sentiment de fidélité que je devais avoir envers ces gens. Donc il y a des choses que j'ai inventées, j'étais un peu gênée, mais je me suis dit, ils auraient pu faire ça, ou ils auraient pu dire ça, et ce n'est que renforcer le personnage, et le rendre plus réel. Mais c'est vrai, il y avait ce presque un problème de conscience. Donc sur ce côté réel, il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer d'évoquer, mais effectivement, il n'y a pas de concession non plus dans des situations. Enfin, on va voir Lily dormir sur le plancher dans le bateau alors qu'elle était arrivée la première et que la loi chez les pêcheurs, c'est que le premier arrivé se sert de la couchette qu'il veut, et comme il n'y avait pas assez de couchette pour tout le monde, et qu'elle était une femme, les autres pêcheurs ont jeté son duvet par terre et elle est allée dormir par terre puisque c'était la dernière arrivée et qu'en plus c'était une femme. Donc il y a ce côté un peu dur qu'il y a chez les hommes, qu'on va retrouver aussi par exemple dans des scènes de bistrot, et en même temps vous en faites des enfants presque. Et d'ailleurs il y a des scènes où Lily elle est dans le bateau, elle dort pas, parce qu'on dort très peu dans un bateau, mais les hommes eux dorment, et non seulement elle a l'impression de les garder, comme si elle était une mère qui gardait des enfants, mais elle pense aussi à ceux qui sont restés à Kodiak, dans les cafés, etc., et qui doivent être en train de dormir. Et on a l'impression qu'avec la mère MER, elle est la mère MERE qui veille sur les hommes de cet endroit-là.
Est-ce que vous avez ce sentiment-là, en étant romancière et en faisant de la fiction, d'avoir acquis un statut de protectrice des hommes dont vous parlez? J'ai juste voulu leur être fidèle d'une manière. Je sais, quand j'ai commencé à pêcher, il y a un skipper qui m'a dit, toi un jour tu écriras, tu nous raconteras tous. Mais il ne savait pas que je tenais des cahiers. Et ça m'a fait très très plaisir. Comme s'il attendait que je parle d'eux, puis que je parle pour eux, quoi, que j'ai leur foi. Autre chose sur le réalisme, c'est la question du langage. Les éditions de l'Olivier ont fait un beau travail parce qu'il y a un appareil critique, enfin un index à la fin du livre, où on a des traductions à la fois techniques sur la pêche et aussi de l'anglais vis-à-vis du français. Et il y a des anglicismes dans le livre. À un moment donné, il y a un personnage qui demande à Lily de se marier avec lui et il dit « marie-moi », ce qui est plutôt anglais que français comme expression. Comment vous êtes passé de la langue anglaise au français? Vous écrivez en français, mais j'ai l'impression qu'ayant vécu 10 ans en Alaska, vous devez avoir en background cette langue-là, et qu'il y a des choses spéciales. Il y a une expression qui va revenir souvent dans le livre, et que je trouve fantastique, qui est l'expression « aller peindre la ville en rouge ». Ce qu'on fera peut-être après cette rencontre, si vous voulez bien, et si Jörn peut sortir le chéquier pour ça. Mais il s'agit en fait d'aller se saouler dans la ville et d'écluser tous les bars. Voilà. Peindre la ville en rouge. De même que les personnes qui arrivent sur un bateau la première fois, c'est-à-dire Lily et Simon, qui est un étudiant dans notre cas, dans ce roman, sont des green. Et green, ça veut dire bleu en français. Enfin, ça veut dire vert, mais nous on dirait un bleu, quelqu'un qui commence, la bleusaille, quoi. Et là, c'est des greenhorn ou green. Donc, est-ce que, dans l'écriture, est-ce que cette question de la langue technique des bateaux et la langue de l'Alaska, je ne sais même pas si c'est une langue qui est parlée partout aux États-Unis ou s'il y a une spécificité de cet état-là, est-ce que dans l'écriture, cette chose-là, vous avez voulu la faire apparaître parce que cette langue était importante pour vous? Et oui, c'est quand même... on ne va pas tout traduire... on ne peut pas, on changerait un peu et ça accentue certaines... je dirais pas un côté naïf, mais un côté authentique. Mais c'est vrai aussi qu'à la fin, mes cahiers, je les écrivais en anglais. Et j'y mélangeais des poèmes parfois ou des images. Et j'aimais aussi penser en anglais. Et donc c'est important, j'aime bien donc ces espèces de... pas ce cousinage, mais enfin ce métissage. Ce métissage, oui. On se rend compte d'ailleurs, quand vous disiez un côté naïf, que parfois c'est dans la relation sentimentale que l'anglais revient. Une expression donnée d'un personnage qui est le grand marin qui dit à Lilith qu'il aimerait bien lui faire un ice cream baby, un bébé glace, parce qu'il mange beaucoup de glace. Bizarrement, en Alaska, il mange de la glace pour se rafraîchir. Et voilà, ice cream baby, je trouvais que c'est une expression... En français, ça passerait pas, mais là, en anglais, tout à coup, c'est mignon, quoi. Mais oui, c'est pour ça que je ne pouvais pas traduire. Ça aurait été absolument ridicule. Alors, on va entrer un peu dans le livre. Lily vient d'arriver à Kodiak et elle veut tout de suite aller sur un bateau et travailler. Et ce qui frappe le lecteur citadin ou à moitié rural que je suis, je dis, mais qu'est-ce qu'elle sait faire dans ce métier-là? Enfin, on a l'impression qu'elle fonce, mais comme un taureau, elle va tout droit, on la met en garde, que c'est dangereux, que c'est pas pour les femmes, etc. Et elle y va au culot, et elle demande du travail, et on lui en donne. La première chose, c'est, est-ce que dans le personnage de Lily, et peut-être dans votre expérience, cette volonté d'aller de l'avant, éviter la remise en cause de l'acte, éviter de passer du temps à regarder les autres, comment ils faisaient, etc. Et c'était se mettre tout de suite dans le bain, comme le lecteur il l'est mis dans le livre, d'être tout de suite dans le feu d'action pour qu'il y ait du danger, pour qu'il y ait de l'intérêt, pour que la vie devienne tout à coup brûlante. Mais c'était obligé de toute façon. Il fallait aller travailler, il fallait embarquer, donc on n'attend pas. Parce qu'il y a des hommes qui ne travaillent pas dans les bateaux. Il y en a un qui travaille dans le bâtiment et qui va aider quand les bateaux sont hackés pour remettre des appâts ou des choses comme ça, mais qui ne part pas en bateau. Oui, mais elle veut embarquer. Elle n'a que cette idée en tête. On lui propose d'autres boulots, mais elle n'en veut pas. Donc elle va embarquer sur un bateau qui s'appelle Rebelle. J'imagine que le nom n'est pas là par hasard, peut-être.
parce qu'il me semble qu'elle est rebelle elle aussi, elle fuit et elle se bat contre à peu près tous les préjugés et le monde entier. Donc elle va embaucher sur ce bateau qui s'appelle Rebelle et qui fait de la pêche à la palangre. Et ça c'est important dans le roman, c'est pas une pêche de chalutier comme on connaît beaucoup sur les côtes méditerranéennes, ou avec un chalut qui racle les fonds. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est que la pêche à la palangre et comment ça se passe et également le danger que ça représente pour ceux qui travaillent avec cet outil-là? Alors la pêche à la palangre, c'est une pêche en fait au hameçon. On a donc plusieurs palangres qui sont donc quelques milliers d'hameçons, donc qu'on met dans des bacs en zinc, qu'on va nouer les uns aux autres une fois qu'ils seront appâtés. Et ils partiront à la mer, c'est-à-dire on va virer les lignes. Et attendez. Oui. Et donc attendez, je me mélange. Et c'est comme un grand filin auquel sont suspendus des centaines d'hameçons. Oui, des milliers d'hameçons même. Régulièrement, on y attache des sacs de pierre ou des encres pour donner du poids, du lest. Et c'est extrêmement dangereux parce que ça s'en va avec la vitesse du bateau, la puissance du bateau. Et si un hameçon vous accrochez, on serait emporté, on serait hameçonné par tous ces hameçons et on s'en va au fond avec le reste. Si la palangre casse aussi, il y a une telle force que ça peut vous arracher la tête ou défigurer. Enfin, c'est dangereux. Il faut toujours faire très très attention aux lignes, aux hameçons, à tout ce qui traîne. On imagine que quand le filin part comme ça vers l'arrière du bateau, à la vitesse du bateau, évidemment, vous dites on peut se faire accrocher, mais quand il y a des poissons, parce qu'on va ramener ce filin et puis il va repartir après, et il y a des scènes comme ça où vous montrez des poissons qui sont pris dans le filin, je ne sais pas si on peut dire filin, je dis ça pour vous donner une image, il y a des termes plus techniques dans le livre, et les poissons vont se faire éclater, et ça peut condamner la ligne, qui a un coût exorbitant, puisque ça va être pris sur le salaire des marins, ça peut aussi entraîner des grandes avaries. La ligne arrive sur le côté du bateau, elle part à l'arrière et elle remonte sur le côté, et elle est sur une poulie. Et lorsque un poisson n'est pas retenu par les deux gardes de métal autour, les deux gardes d'acier, il peut se prendre dans la poulie et donc ou casser la ligne, faire rompre la ligne, et alors on perd énormément parce que les palangres coûtent extrêmement cher. Si on n'arrive pas à récupérer la ligne de l'autre côté et qu'on la repère, on perd beaucoup d'argent et l'équipage doit payer parce que avec le skipper, parce qu'on est payé à la part. Alors vous avez dit le mot équipage et le mot skipper. Dans le Rebelle, le skipper c'est un grand homme maigre, c'est souvent le nom. Il a 3 noms, grand homme maigre, skipper et Yann, ce sont ses 3 noms. Et lui, il doit tenir l'équipage. C'est un peu comme un capitaine de vaisseau, il doit tenir son équipage, il doit organiser la vie à bord, qui est essentiellement du travail, on dort très peu, et il doit surveiller les lignes, surveiller chaque chose comme ça. Et puis il y a l'équipage, et dans l'équipage, il y a des hommes qui sont aguerris, dont le grand marin, qui s'appelle Jude, et qui lui ne parle pas beaucoup, il est assez taiseux, il fait son travail. Et tout ça, on finit par sentir une atmosphère assez tendue entre les hommes, assez rustre. Et au milieu de ça, il y a la petite Lily qu'on appelle le moineau, à un moment donné. Je crois que c'est Yann qui l'appelle le petit moineau. Et elle est dans cet univers-là. Donc il y a ce danger-là de la palangre qu'on imagine. Vous imaginez des bateaux qui sont quand même assez secoués par des vagues dans le Pacifique Nord, ça bouge pas mal. La température de l'eau, vous n'irez pas vous baigner en bikini, ça c'est sûr. Et en plus, il y a une sorte de rudesse des hommes. C'est-à-dire que Lily, si elle ne fait pas quelque chose de bien, on la bouscule, on la jette, elle peut tomber, et puis c'est pas grave, on ne va pas aller la chercher pour demander si ça va bien. On est tout de suite dans la rudesse. Et cette rudesse-là, j'ai l'impression que tout à coup, dans le livre, ça va devenir une sorte de paradis. C'est ça qui est étonnant, c'est l'enfer. On est dans... il faut sauver le soldat Ryan pendant les 15 premières minutes, et cet enfer-là, c'est le paradis pour Lily. Et là, on arrive presque à un paradoxe, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle n'en peut plus, elle a les larmes aux yeux, il ne faut pas qu'elle montre qu'elle va pleurer, elle n'est pas la seule,
il y a l'étudiant Simon qui est dans le même cas qu'elle, et après elle regrette, elle veut retrouver ça, comme s'il y avait une drogue une addiction de cette tension-là. Alors il y a une addiction, c'est sûr. Ceux qui prennent goût à la pêche, c'est une addiction terrible, ce goût des coups d'adrénaline, mais il y a plus que ça aussi. Il y a cette unité qu'elle a trouvée sur le bateau. Tous ces hommes ensemble, malgré tous ces hurlements, malgré tout. On est unis vers la même chose. On est unis vers ces lignes qui s'en vont à l'eau, qui reviennent. Ce travail qui est pas incessant, mais parfois presque. Et surtout ce bonheur aussi de sentir son corps vivant à travers la fatigue et l'épuisement. On se sent complet. Et ça donne aussi une espèce d'unité. Une unité à soi-même et une unité humaine, tous ces gens ensemble. Et de plus, sur l'océan, au bout de quelques jours, on est comme rincé par tout ce qu'on avait dans l'esprit qui nous encombrait, on est nettoyé. L'océan nous rend l'essentiel. Vous vide et vous rend, oui, rend l'essentiel. Pour moi, c'est aussi ce livre-là une ode au vif du vivant, c'est-à-dire, j'ai l'impression que dans notre époque aujourd'hui, on s'est éloigné de tout ça. Déjà, le fait de tuer des bêtes pour manger, c'est quelque chose qu'on ne fait pas très souvent. Je ne sais pas vous, mais moi je ne fais pas ça très souvent. J'ai pêché, mais comme je n'attrape rien, je n'ai rien à tuer à la fin. On a plus ce rapport à l'animalité, on a plus ce rapport à la nature, mais on n'a plus non plus ce rapport à cette espèce essentielle, parce que cet équipage-là, ils ne mangent pas beaucoup, pas bien, ils ne dorment pas, ils sont dans une urgence en permanence, et la moindre erreur peut coûter la vie à l'un ou à l'ensemble de l'équipage. Et donc on se dit, c'est quand même assez effarant. Et quand on lit le livre, il y a une deuxième partie qui se passe plus sur la terre qu'en mer. Et nous, on est presque dans le regret de la première partie, où on dit, waouh, quand même, qu'est-ce que c'était bien, ce qu'on a vécu en tant que lecteur, au chaud chez soi, mais qu'est-ce que c'était bien d'être dans cette tempête-là, et vivement qu'on y retourne, quoi. Et j'ai l'impression que Lily, elle a ce sentiment-là, et que les hommes aussi ont ce sentiment-là. Les hommes aussi. Les hommes sont heureux de rentrer à terre, parce qu'ils vont enfin pouvoir se lâcher, parce qu'il y a une discipline terrible qui règne sur les bateaux, et c'est obligé. Avant tout, il y a l'urgence. Bon, l'urgence de la pêche et du travail, mais aussi l'urgence de la sécurité, le bateau avant tout. Et donc, arriver à terre, c'est sortir de cette discipline folle, sortir de cette cadence folle aussi, être enfin libre, sortir aussi de ces rapports humains qui deviennent étouffants. Mais donc, ils se jettent dans les bars. Ils se jettent dans une autre furie, une autre folie. Ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de repartir pour retrouver se redonner à fond dans quelque chose de... Ils passent sans arrêt d'un excès à l'autre. C'est marrant parce que ça fait penser à des récits qui ont été faits sur la guerre, par exemple, ou le film qui s'appelle Des mineurs, je crois, où on voit en Irak quelqu'un qui doit aller déminer des bombes et qui est dans une espèce de danger permanent, et quand il finit par s'en tirer en étant un peu blessé, la première chose qu'il fait quand il rentre chez lui aux États-Unis, c'est de vouloir repartir au combat. Et on a l'impression qu'il y a cette espèce-là, c'est-à-dire qu'on touche à quelque chose qui est presque mystique finalement, qui est la finesse qu'il y a entre la mort et la vie, et que c'est dans cette confrontation à la mort peut-être qu'on se sent le plus vivant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que dans le livre, il n'y a pas aussi une question est-ce que c'est pas aussi un roman de l'adoption? Parce que Lily, quand elle arrive dans celui-là, il y a des femmes, il y a d'autres femmes dans Kodiak, qui vont sur les bateaux, il y en a moins, mais il y a même des skippers qui sont des femmes. Il y a des hommes qui la voient, qui ont envie de la rencontrer, etc. Et elle, ces deux tuteurs, ou ces deux figures qui l'impressionnent et dont le regard peut l'émouvoir, c'est le skipper et celui qui s'appelle le grand marin, donc Jude. Et j'ai l'impression qu'on va assister à l'adoption
que Lily veut se faire adopter à la fois par ces hommes-là, mais peut-être aussi par tout ce qui est de l'ordre de la masculinité, faire partie des hommes, et également par un pays avec ses saisons, avec ses règles de vie, avec ses univers nocturnes et diurnes qui sont différents selon que c'est le jour ou la nuit. Est-ce que c'est un roman d'adoption d'une certaine manière? Oui. Oui, sans doute, oui. Qu'elle rêve qu'un bateau l'adopte. Les hommes aussi. Oui. C'est un oui timide parce qu'il y a l'inverse aussi. Il y a le refus d'appartenir. C'est ça, il y a ça aussi, oui. Donc c'est... Ce qu'elle veut surtout, c'est entrer dans leur jeu et être aussi bonne qu'eux. Avoir trouvé sa place. Parce que les hommes ont quand même une... Pour elle, les hommes sont dans la vraie vie, ils sont dans la vie réelle, la vie sensible, la vie... Et ils sont face à leur mort, quoi. Ils sont... Et c'est un monde d'hommes, quand même. Et elle voudrait être acceptée. Parce que quand on parle toujours du respect de la femme, enfin, des femmes qui doivent être respectées dans ce monde d'hommes, mais on oublie de dire que aller faire intrusion dans le monde des hommes, il faut aussi les respecter. Il faut faire ça sans leur... Parce qu'ils sont entre eux, c'est leur univers, et donc c'est un pari extraordinaire qu'être accepté par ces hommes, parce que c'est entrer dans leur jeu et devenir leur égal, leur sœur, quoi, entrer dans la famille, en fait. Oui, ça c'est enfin, je veux dire, c'est un fil conducteur dans le roman, cette espèce de choses-là. Et je me disais, est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire une lecture féministe de votre livre? Parce que c'est la dépendance d'une femme, etc. Mais moi j'ai l'impression que c'est pas du tout féministe, que c'est même presque à l'opposé. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est de l'ordre plutôt de la... Vous avez dit sœur, de la sororité ou de la fraternité. Et en fait d'être dans le partage de cette vie fragile ensemble, que l'on soit homme ou femme, d'une certaine manière. Oui, c'est arriver à être complémentaire, quoi. Parce qu'une femme peut être complémentaire de l'homme sur le bateau et un homme peut être complémentaire d'une femme. Mais c'est arriver à trouver cette, comme vous dites, cette fraternité ou sororité. Et féministe. Olivier Cohen avait présenté comme ça c'est votre mon éditeur, livre. Olivier Cohen. Oui, à la première réunion des représentants, il avait dit je trouve que ce livre est extrêmement féministe. Et j'avais osé lever le doigt et dire, puis j'ai ajouté quelque chose. Pour moi, avant tout, c'est un livre d'amour pour tous ces hommes. Alors féministe, si vous voulez, mais c'est... Alors tout dépend ce qu'on entend par féminisme. Peut-être que le féminisme d'aujourd'hui, c'est vrai, c'est très très vaste. C'est juste être ensemble. La première campagne de pêche que fait Lily sur le bateau, c'est une campagne de pêche à la morue noire. Elle va devoir écourter sa campagne parce qu'elle va être blessée par un poisson. En fait, on n'a pas fini de raconter comment ça se passe, la pêche à la palangre, mais une fois qu'on récupère les poissons quand on remonte la ligne, il faut les jeter sur, j'imagine, une grande table en inox. Et là, il faut éviscérer les poissons, couper la tête, éviscérer les poissons et les jeter dans un trou. Et il faut aller très vite parce que j'imagine que le fil il continue de courir pendant ce temps-là. Donc il faut aller très vite. Et il y a des poissons de roche, il y a des morues, et il y a ce poisson rouge qui a une nageoire dorsale pleine de poison qui empoisonne le sang. Il ne faut pas être piqué par ça. Et Lily va être... parce que je crois que c'est Simon qui lance le poisson pour le mettre dans le trou, pour qu'il aille et il vise mal, et le poisson lui tape sur la main, et il y a même une arête qui va transpercer le pouce et sortir de l'autre côté du pouce. Et elle va être infectée, elle va être empoisonnée par ça. Elle va refuser de le dire parce qu'elle veut montrer qu'elle a son rang, mais enfin, quand elle voit la ligne qui part du bras et qui va sous l'aisselle, et quand ça arrive au cœur, cette ligne rouge du poison, on est mort. Donc au bout d'un moment, quand même, il faut aller à l'hôpital pour se faire soigner, et donc sa campagne va s'arrêter là. C'est quelque chose que vous avez vécu, ça? C'est des choses que vous avez vues? Oui, ça c'est vrai. Toutes les scènes de pêche sont vraies. Bravo. La deuxième campagne que va faire Lily, c'est la pêche au flétan. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un flétan. Google Images, allez-y, vous verrez, c'est étonnant.
c'est des petites bestioles plates. Alors quand vous voyez une photo à part, bon, vous dites c'est ouais comme une sole ou un truc comme ça quoi. Mais quand vous voyez la photo avec un homme à côté, c'est plus grand parfois que l'homme. Donc c'est très étonnant, ça fait un peu, on dirait des monstres quand même. Et donc ils partent à la pêche au flétan, et on imagine que ça doit être de tuer un flétan. Et d'ailleurs il y a une scène qui est un peu centrale, me semble-t-il, dans le livre, on va revenir dessus. Mais avant, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de cet épisode de la pêche au flétan. Donc c'est à peu près au milieu, un peu moins que le milieu du livre, c'est la page 169. Jude a disparu quelques instants dans le carré. Il revient me tend un mug de café. Une trentaine de palangres sont prêtes à être envoyées à l'eau. Ça suffit, Diane, débarrassez-moi le pont. Préparez le prochain set, on envoie le matos, on ramène le précédent. 2h du matin, la chance tourne, les flétans paraissent. Stop, hurle Simon, j'ai un hameçon dans la main. Le skipper tord d'arrêter la ligne, il a l'air exaspéré. Quoi encore? Simon défait précipitamment le hameçon fiché dans son gant. Il saigne un peu, il a eu très peur. Yann fait repartir le moteur. Simon attrape la ligne d'un air affolé. Si c'est ça ce qu'il appelle se faire hameçonner, ricane Jess. Jude répond quelques mots sur le même ton. Dave sourit. Je change le baquet plein et essaye de sourire à Simon. Il ne me voit pas. J'ai mal à la côte. Joey a remplacé Jude. Penché sur l'eau noire, houleuse. Je m'excuse, mais il faut que je passe mes lunettes comme il faut. Excusez-moi. Penché sur l'eau noire et houleuse, ils hissent les géants magnifiques, leurs lèvres charnues entrouvertes, les larges bouches distendues par le poids des grands corps qui s'arquent, ondulent et se tordent dans des spasmes furieux, l'hameçon qui s'enfonce davantage à chaque sursaut de la bête. Le poisson tombe sur le pont dans l'eau sanguinolente, l'écume et les viscères. Joey ne prend pas la peine d'épargner les plus jeunes. Il les harponne quand même pour mieux les décrocher de l'autre main. Leur bouche est arrachée avant qu'ils ne replongent dans les flots. Les autres suffoquent sur le pont. Les hommes prennent à bras le corps les plus gros pour mieux les hisser sur la table. La bête se débat et se cabre. Ils ahanent et parviennent à le coucher sur la table. La bête se bat encore. Les coups de queue sauvage nous éclaboussent de sang. Alors ils plongent leur couteau dans sa gorge, tranchent la membrane des ouïes, font un rapide tour de la lame jusqu'à l'autre membrane qui sépare des viscères, puis ils empoignent le tout, arrachent tripes et branchies qui viennent tout ensemble. Ils les lancent à la mer, font glisser jusqu'à moi les ventres pantelants. Il ne reste que les deux boules enfoncées au plus profond du ventre qu'il me faut extirper, en même temps qu'une peau blanchâtre. Une fois de plus, mon visage est couvert de sang et d'une écume claireuse. Jess dit quelques mots en me regardant et rit. Jude lève les yeux. Il hausse les épaules d'un air que je prends pour du mépris. Ma côte m'a fait mal. J'ai froid. Je voudrais rentrer à Kodiak. Joey m'horrifie. Il était doux hier. Il me parlait des bêtes et des bois. Il disait tristement, moi le négro d'Indien, le voilà devenu barbare. Il faut tuer au plus rapide. Le temps est d'argent, les poissons des dollars. Et comparer une étoile de mer, souvent plus grosse que mes deux mers réunies, qu'elle retombe flasque sur le plan de travail, accrochée à l'hameçon qu'elle suce avidement, et l'envoie s'écraser contre un montant d'acier. Quelquefois encore, des petits poissons de roche sont broyés dans la poulie, ou déchiquetés contre les gardes de métal entre lesquelles passe la ligne. Je relance à la mer ce qui arrive à m'apporter d'un geste furtif et dérisoire que j'essaye de cacher aux autres, mes hommes, mes miens, des tueurs au long cours, des mercenaires, ces barbares qui me font peur, devenus bêtes à éventrer dans la vaste boucherie, le fracas des moteurs et le déchaînement de l'océan. Puis je n'en ai plus ni le temps ni la force, j'ai peur des yeux jaunes, du skipper qui va hurler, des hommes, ces hommes larges et puissants qui plongent leurs couteaux dans les ventres blancs avec une telle dextérité. Dave me demande la pierre aiguisée. Le baquet va être plein, je lui réponds. Il gueule. Tu dois faire ce que je te demande. Je le regarde avec stupéfaction, frayeur, révolte. Je te déteste, oh, je pense comme je te hais. J'ai le sentiment désespérant qu'il m'a trompé. Lui, Dave, un homme comme les autres. Un homme qui ordonne et veut être obéi à la seconde. Un de ceux qui m'ont volé ma couchette et laissé dormir entre leurs pieds quand c'était l'heure de leur quart. Qui ne m'ont pas permis d'apprendre à nettoyer les flétans. Qui crient alors je tremble. Qui ont un mot de réconfort alors je les aime aveuglément. Qui ne me payeront peut-être même pas une demi-barre. Je lui apporte la pierre, je la lui tends les yeux baissés. Merci, Lily, il dit comme s'il m'avait pardonné.
Voilà, c'était un extrait parmi d'autres qu'on aurait pu choisir, où il y a cette violence et où on introduit cette notion qui était déjà présente dans la pêche à la morue, mais là en plus, vous imaginez, il y a une scène où Lydie doit prendre un flétan, oui. Je veux savoir comment est gros le cœur du flétan que vous mangez. Est-ce que c'est gros? C'est comme ça. Pareil. Comme ça. Vous en avez mangé beaucoup? Oui. C'est d'ailleurs une des premières scènes où elle surprend les hommes dans le bateau, c'est quand elle commence à manger à même les entrailles des premiers poissons, des morues qu'ils pêchent. Et quand on voit ces flétans-là, quand Lydie doit l'attraper comme ça et que ça a une taille humaine, enfin ça peut avoir une taille humaine, c'est autre chose de tuer un animal qui a une taille humaine qu'une petite dorade qu'on va manger au restaurant. C'est autre chose de tuer ça. Et dans cette scène-là et dans d'autres scènes, Lydie est couverte de sang, elle est couverte d'une sorte de gras qui vient peut-être des appâts qu'ils mettent, qui sont des poulpes qu'ils mettent sur les hameçons. Et les cheveux sont collés par le sang. Enfin, on imagine ces scènes un peu barbares comme ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la préhistoire presque dans ces scènes-là. Et toujours ce retour à la source. Est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que dans le roman vous vouliez ramener les personnages à ces âges embryonnaires où l'essentiel se joue dans le rapport à la bête qu'il faut tuer? Je ne voulais pas les ramener à ça, mais c'était ça, les grandes tueries. C'était des tueries, et c'est avec le sang, on a plein les cheveux, parfois même sur les lèvres, on a soif, parce c'est le milieu de la nuit, on est fatigué là, et on passe la langue sur les lèvres, on ne sait pas si c'est un goût de sel ou de sang. Et puis on a l'impression que c'est de toute façon ce goût-là, c'est le goût du sel, c'est aussi le goût de la vie, c'est étrange. Et oui, je ne pense pas que pour ces hommes, je pense plus que ce soit une fête ou quoi que ce soit, mais c'est quand même extrêmement primitif. Et c'est vrai que chez certains, ils disent qu'ils fichent repartir pêcher pour tuer du poisson. Donc on voit que pour cela, ils entrent dans cette espèce de danse. Oui, c'est une fête barbare. Mais il y a quelque chose qui fait penser aussi aux âges primitifs, c'est-à-dire quand la pêche est bonne, quand la chasse est bonne, là c'est quand la paye va être bonne, parce que ça se traduit aussi en dollars au final, cette pêche-là. Donc j'ai l'impression que la distance entre le fait de tuer et l'argent est très réduite, et que finalement l'argent est devenu presque un symbole de la magie, d'attraper du vivant, de tuer du vivant, de jeter ce vivant, d'entasser ces poissons dans la cale comme ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre presque de la... Vous disiez fête, moi c'est pas un mot que j'aurais employé, mais de la cérémonie, presque du rituel. Puisque finalement l'argent ils en ont pas à la fin, et que ça les gêne pas plus que ça de pas avoir d'argent. On a l'impression que les rêves d'argent sont pour leurs femmes, ceux qui sont mariés, et pas tellement pour eux, qu'ils préfèrent finalement devoir repartir sur un bateau pour essayer d'avoir un peu plus d'argent que réellement en gagner comme ils peuvent en rêver au moment où ils partent. J'ai eu, je crois, la même question hier ou avant-hier dans une librairie. Et alors c'est intéressant, mais je ne pense pas avoir voulu aller jusque-là. Mais si les gens voient ça, c'est intéressant, si des lecteurs voient ça. Moi je pense que ces hommes sont pris dans cette frénésie, que l'argent, de toute façon, ce serait bien d'en gagner, mais si on n'en gagne pas, on repartira. Mais je pense, pour moi, mais peut-être que je me trompe, c'était plus un truc plus primaire, mais juste d'aller pêcher pour retourner au combat. Mais alors, vous me direz sans doute, oui, retourner au combat, c'est retourner au sang, peut-être. Tout à fait. Dans l'évolution de l'écriture, parce qu'il me semble qu'il y a une évolution dans votre écriture dans ce roman-là. Je disais au début, on a des phrases assez courtes et au présent, et puis tout à coup, enfin pas tout à coup, mais petit à petit, il me semble qu'il y a une forme de lyrisme qui s'empare de la phrase, qui soit sur le mode de une sorte de cosmogonie, notamment la nuit, quand Lydie est la seule à pas dormir, et pourtant ils ne dorment pas, beaucoup les autres, enfin ça lui arrive d'être la seule à pas dormir, où elle imagine la mer. Il y a aussi une scène où elle va avec un personnage sur le pont qui est à Kodiak et qui enjambe deux îles, et où elle voit, c'est la nuit, elle voit le souffle de la mer, comme si c'était un poumon qui respirait. Donc il y a ces moments-là qui sont des moments de lyrisme, et il y a aussi, me semble-t-il, un lyrisme
sentimentale. C'est comme si la langue du début, qui était assez hachée, assez vive, elle était là pour se faire accepter des hommes, et une fois que les hommes finissent par lâcher un peu de leur défense, parce que les hommes sont très intéressés par cette jeune femme, au fur et à mesure où leur défense diminue, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité d'un lyrisme. Comme si tout à coup la phrase pouvait envisager un avenir, envisager quelque chose de plus vaste. Est-ce que vous avez modifié avec une manière tout à fait préétablie votre écriture, ou est-ce que c'est en entrant dans le récit que votre écriture a évolué? Non, le bref vient de mes carnets, je pense. Je me suis servi quand même de mes carnets pour retrouver des images. Et dans mes carnets, c'était souvent des images très brèves. C'était l'instant, l'immédiat. Je ne faisais pas de longues descriptions. J'avais pas beaucoup de temps. Et après, j'ai parfois tendance j'aime la musique des mots et à tomber dans le lyrisme. Donc je me suis parfois vraiment plantée à partir dans des textes d'un lyrisme absolument délirant. Évidemment, je m'en rendais compte après, je corrigeais. Et après, j'ai trouvé intéressant d'essayer de se servir des deux. Donc ce côté vraiment immédiat de la phrase brève, et tout d'un coup partir un peu une envolée pour la musique de la phrase. Parce que je trouve que c'est important, la musique aussi. Et oui, essayer de jouer avec les deux. Et est-ce que c'est pas dans le lyrisme que peut-être l'humain s'ouvre à l'autre? Je le disais, Lily, on n'a pas son passé, on sait qu'elle fuit quelque chose. Mais les hommes qui vont finir par lui parler vont raconter des choses du passé, de quand ils étaient dans la forêt, de quand l'un était avec son père, avec son frère. Et on a l'impression qu'ils lâchent un peu d'eux, alors qu'ils sont des taiseux. Ils ne parlent que pour donner des ordres, quasiment. Et tout à coup, ils vont se mettre à parler un peu plus. Et j'ai l'impression que le lyrisme, il va venir là comme si c'était un substitut à l'action, c'est-à-dire à la pêche. Et là, on n'a pas le temps d'être lyrique. Mais tout à coup, finalement, l'autre, on l'accepte. Cette Lily, elle a fait comme nous, elle a travaillé comme nous, elle en a même fait plus que nous. Et donc, on va s'ouvrir à elle. Et s'ouvrant à elle, on s'ouvre à soi-même, puisque à force d'être blindé sur des bateaux, peut-être que les hommes, ils ne s'ouvrent pas les uns aux autres non plus, quoi. Peut-être que ce lyrisme-là, ils ne peuvent l'avoir plus qu'avec elle. Est-ce que l'écriture n'est pas une sorte de manière de continuer le vivre du vivant quand on n'est plus sur la mer? La fin de la question, là. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je vais essayer de leur dire. Le lyrisme, il vient dans des moments où on ne pêche pas, évidemment. Et oui. J'ai l'impression qu'il y a deux choses qui relient Lily aux hommes et les hommes entre eux, c'est la pêche, avec les actes à faire, et là c'est du geste, il faut aller vite et c'est que des actes. Et puis après, il y a cette période d'écriture, parce que c'est quand même, c'est très écrit, c'est très littéraire, qui tout à coup rassemble dans la phrase les hommes entre eux, la femme avec elle, comme si l'écriture était un autre moyen d'être dans le vif du vivant. Oui, certainement, oui. Oui. Ce qui expliquerait que vous ayez fait un livre après avoir vécu ça. Oui, de toute façon, je prenais des notes comme si un jour j'avais pu en écrire un. Chose que j'ai pu faire d'ailleurs, mais j'ai eu de la chance. Alors évidemment, depuis que le livre est sorti, on vous a comparé à Conrad, on vous a comparé à des grands écrivains comme ça. Est-ce que il y a eu des lectures qui vous ont accompagné, non pas forcément pour l'écriture de ce livre-là, mais dans votre vie à travers le monde? Est-ce que vous lisiez de la littérature, et est-ce que c'était une littérature qui allait dans ce sens-là? Est-ce que vous avez lu Melville? Est-ce que vous avez lu Conrad? Est-ce que vous avez lu ces auteurs-là? J'ai beaucoup lu enfant, et je pense que c'est très très important de lire enfant. Après, est venu un moment à la fin de l'adolescence où je ne voulais plus lire, parce que je voulais partir, je voulais voyager, et je me suis dit, si je lis, je vais vivre par procuration, parce que j'aimais lire. Donc pendant quelques années, j'ai arrêté la lecture, j'ai dit, c'est à moi de faire le livre, et c'est à moi d'être dedans. Et si je veux faire un livre, c'est moi qui l'écrirai. Et puis au bout de quelques années, je n'avais pas eu le temps d'écrire mon livre, donc je me suis remis à lire. Mais j'ai eu une culture littéraire très très disparate. Parce que pendant longtemps, j'ai pas vraiment eu de chez moi, donc j'avais pas de bibliothèque, je lisais sur mon chemin ce que je trouvais. On m'a parlé de beaucoup d'auteurs que je pensais ne pas connaître, et lorsque je
je découvrais le livre, je dis mais bien sûr, j'ai lu ça. Donc c'est une culture comme en pointillé, c'est vraiment, mais qui est très diverse. Et aux États-Unis, donc j'ai pu, et à Kodiak, j'allais à la librairie régulièrement. J'ai découvert des auteurs extraordinaires que j'écrivais sur des petits bouts de papier, mais que j'ai perdu aussi. Donc voilà. Et pour en revenir à des auteurs qui m'auraient frappé, eh bien, il y a beaucoup évidemment d'auteurs américains parce que j'aime ce côté bref, immédiat et voilà, intense et direct. Et puis j'aime aussi des grands classiques, comme j'ai dit plusieurs fois, Les Nourritures terrestres, mais c'est vraiment mon livre de chevet depuis mes 15 ans. Je trouve qu'il y a tout dedans sur le départ, sur l'essence, l'apprentissage du dénuement, toutes ces choses, bon, un peu mystiques peut-être. J'ai adoré Henri Bouchot, Oedipe sur la route, entre autres, et j'ai essayé de... Mais je n'ai pas pris modèle sur ces gens. Donc à chaque fois, ces livres que j'aimais beaucoup, je les lisais et j'essayais de comme si on pouvait trouver une recette, de me dire comment ont-ils fait pour que ça coule comme ça et pour qu'on ressente les choses comme ça. Donc Oedipe sur la route, je l'ai longtemps lu et relu. Il y a un livre de Fakinos qui est absolument magnifique, La nuit, le livre des temps, qui a une pureté aussi. Enfant, mais il y avait beaucoup de Duras à la maison, donc comprendre aussi comment ça fonctionne. Et Bukowski, j'aime énormément, mais là, il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça, c'est la poésie pure, et puis, enfin pure, oui, une certaine poésie pure. Et encore, et encore bien d'autres. Si je vous ai posé cette question, c'est parce qu'il me semble qu'il y a un petit miracle dans ce livre. On se dit, avec la vie qu'elle a à raconter, c'est pas possible de faire de la littérature, parce que tout est là, quoi. Et puis si, il y a de la littérature, finalement. Et du coup, il y a peut-être un danger pour vous, puisque c'est votre premier roman, c'est qu'on vous fasse parler de votre vie, plus que du livre, plus que de l'écriture, alors que c'est un livre qui est très tenu par l'écriture, enfin, qui est vraiment un livre de littérature pure, enfin, superbe. Et pour un premier roman, c'est assez rare d'arriver à cette maîtrise-là. Et donc, quelle est la part qu'il y a dans ce livre-là, dans votre travail, entre je fais de la littérature, je crée de la littérature, je fabrique de la littérature, et je me souviens, et je suis fidèle à mon souvenir. Est-ce qu'il y a une tension dans l'écriture? Combien de temps vous avez mis à écrire, par exemple, ce livre-là? Ce livre, j'ai mis peut-être 6 mois. Mais il y avait justement les scènes de pêche qui existaient déjà, mais enfin, elles n'existaient pas vraiment, mais j'avais quand même toutes les données, donc je m'en suis servi et j'ai refaçonné. Donc, et puis après j'ai fait le reste, j'ai bâti le reste. J'avais quelques images du grand marin qui existaient déjà, mais juste quelques lignes de temps en temps qui étaient mêlées à mes cahiers, parce que j'avais toujours cette image de cet homme qui est... La mer m'a sauvée, jusqu'à 28 ans j'ai été sous. J'aimais beaucoup ce passage, et quand je pensais à lui, je me disais ça. Et donc j'ai fait quelque chose de tout ça. Mais c'est vrai que j'avais quand même beaucoup de données, et heureusement, parce que je dis 6 mois, mais 3 mois plus tard, il fallait quand même que je rende la chose presque, je dirais pas finie, mais... Parce que le livre a été pris avant d'être terminé. Enfin, l'édition d'Olivier ont eu accès au manuscrit avant qu'il soit complètement fini. Ils vous ont demandé de... Oui, je l'ai présenté à Olivier, parce qu'Olivier Cohen m'a fait ce contrat, mais en fait, il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr de moi. Alors, il m'écrit un jour un mail en me disant, vous savez, Catherine, vous écrivez peut-être bien, mais faire un livre en entier, c'est pas donné à tout le monde. Je me disais, faut que j'y arrive. Faut que j'y arrive. Mais de toute façon, j'ai déjà écrit pas mal de livres autrefois, mais que depuis très jeune. Donc j'ai su les mener à bout. Bon, ils sont restés dans mes affaires, ils n'ont pas été... Ce sont des manuscrits, des ébauches, mais j'ai toujours aimé écrire. Donc on parle d'un premier roman, mais en fait, à mon âge, j'ai 55 ans, j'ai eu le temps d'écrire aussi beaucoup. Ce livre-là, il est composé de 2 parties, Le cœur des flétans, qui est la première partie, et Le grand marin,
qui est la deuxième, et je disais qui est plus sur terre, même si on va quand même pêcher un peu, on est un peu plus sur terre et on est plus dans un rapport sentimental, je dirais. Pourquoi avoir fait ces deux parties-là? Est-ce qu'il y avait un contrepoint que vous vouliez donner, ou est-ce que c'était une manière de sortir de cette histoire-là, de faire le grand marin? Mais parce qu'il faut aussi montrer l'ennui de ces gens qui sont à terre, l'autre extrême dans lequel ils tombent. Et puis je voulais parler du grand marin, et je voulais parler aussi de tous ces hommes qui... Je voulais parler de la course aussi. À la base, je l'avais un petit peu agencé différemment, la construction du livre. Et je voulais parler donc de la course, ces hommes qui aiment les bois, ou ces enfants qui grandissent dans les bois, et qui pour finir courent, et qui courent vers la mer, et qui courent vers et qui se brûlent souvent se détruisent, mais se détruire c'est pas important, c'est toujours brûler, c'est le feu. It's better to burn than to fade away, chantait Neil Young. C'est mieux de brûler que de se décider, enfin de disparaître, quoi. Oui. Dans votre biographie, donc, il est dit que vous avez été barmaid à Hong Kong, que vous avez travaillé en Islande. Ça veut dire qu'il y a d'autres livres à venir qui vont prendre leur source dans votre biographie? Mais j'aimerais bien juste inventer. Mais je suis tellement pleine de toutes ces choses que j'ai vécues, ça m'empêche en fait. Alors, il faut que je les exprime d'une manière ou d'une autre, et que ce ne sera plus des jeux. Je n'écrirai plus jamais jeux. Il y aura des personnages qui... Je me dis, ce serait intéressant d'être un homme aussi. Et de me mettre à la place d'un homme et pour raconter ce même genre de vie. Ça serait très intéressant. Mais donc, de toute façon, oui, je pense qu'il y aura un peu de moi dedans. Mais c'est obligé, c'est cette course que je vais raconter. Toute cette course dans la vie qui fait qu'on passe par tout ce feu et tous ces gens qui courent aussi. Oui, il y a des romanciers qui peuvent vous raconter l'histoire de quelqu'un qui n'a pas bougé de son immeuble cossu du premier arrondissement lyonnais ou du 6e arrondissement parisien, et c'est pas vraiment une course, quoi. C'est pas l'impression. Là, ce serait pour vous de l'imagination de faire le portrait d'une famille bourgeoise lyonnaise, par exemple. Oui. Moi, j'ai envie de raconter le monde physique aussi. Oui. Ce corps conscient qui court, toutes ces... On sent qu'il y a ce qui est autobiographique dans le livre, ce qu'on sent le plus autobiographique, c'est cette urgence, ce désir de prendre sa place. C'est-à-dire, Olivier Cohen est malin quand il vous dit tout le monde n'est pas capable d'écrire un livre, il sait qu'avec ça, vous allez faire un livre. C'est évident. Parce qu'à chaque fois qu'on dit à Lily que c'est pas pour elle, elle y va. C'est comme ça. Donc on sent des choses qui sont de cet ordre-là, et puis une sorte de radicalité de la vie rebelle, je dirais, c'est-à-dire le refus. À un moment donné, Lily, on lui propose le mariage, une maison, des enfants. Alors ça, c'est l'horreur absolue pour elle. Et on a l'impression qu'il y a un atome libre, ça s'appelle la cinglée, je crois, en chimie, qui est là et qui veut absolument faire. Et on a l'impression que cette thématique-là, elle est complètement autobiographique. Mais après, dans le reste, dans le récit, dans tout ce qui se passe, est-ce que pour écrire d'autres livres, votre biographie est un atout, tout ce que vous avez vécu, ou est-ce que ça va vous encombrer pour pouvoir partir plus sur la fiction? Vous dites, je voudrais faire autre chose, mais est-ce que vous allez pouvoir vous servir complètement de votre biographie en mettant tout à la troisième personne du singulier? Il faut juste que je m'en serve pour je peux changer énormément de choses, je peux les modifier, je peux partir d'eux, et ça se fera. Là, c'est vrai que j'ai dû le faire très très vite, donc je me suis dit, il faut quand même que... Oui, quand j'ai au bout de 3 mois présenter quelque chose qui se tienne, c'était quand même vraiment pas long. Hein. Mais là, vous me plantez un peu, parce que je pensais que vous alliez dire, j'ai mis 13 ans à l'écrire. Non, mais il y a des choses qui datent il y a longtemps et que j'ai repris. Mais donc, c'était vraiment comme un pari, et il fallait le faire vite. Mais je peux me resservir. Je me suis dit, ma vie était un matériau. Il fallait que j'en fasse. Pour certains, ils auraient fait des peintures, des sculptures, peu importe. Et avec ça, il faut que je crée. Donc, c'est pas raconter bêtement. Et peut-être que tout d'un coup, ça va s'envoler en partant de quelque chose, et tout d'un coup, je vais être... Est-ce que vous avez une image
chronologique de ce que vous avez envie d'écrire? Parce que là, on n'a pas l'âge de Lily, mais on entend des Beatles, bon, on attend aussi AC/DC, donc c'est un peu plus vieux, donc on se dit que Tina Turner, oui, mais Tina Turner elle a duré tellement longtemps qu'on peut pas, on peut pas dater Tina Turner, c'est impossible de dater Tina Turner. Donc, mais bon, voilà, donc on dirait que c'est plutôt les années 80, enfin, oui, peut-être les années 80 ou le début des années 80, je sais pas. Et est-ce que dans ce que vous avez envie d'écrire, vous allez suivre comme ça, on ne sera pas forcément Lily, mais est-ce que l'époque va changer, va évoluer? Ou est-ce que... Oh, pas du tout, il n'y a pas d'ordre chronologique. Et quand je veux dire que je vais raconter, et je répète, je me servirai de choses que j'ai vécues ou de gens que j'ai vus, et peut-être que c'est eux qui vont faire l'histoire, parce que quand on commence quelque chose, ça vous échappe aussi. Il y a des choses qui m'ont échappé. Après, on n'est plus vraiment maître. Hein. Donc, mais ce sera absolument pas chronologique. Là, c'était le premier parce que... Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui auparavant, ou d'autres lieux, d'autres gens, pas moi, mais d'autres gens. Alors, entre les moutons et les grappes de raisin du Médoc, vous allez maintenant avoir une vie aussi avec des lecteurs, comme ce soir. Comment vous allez plier votre vie à tout ça? Parce que je pense que ce livre commence déjà à résonner pas mal dans le milieu littéraire et dans les médias. Donc on va être amené à vous entendre, à vous voir même à la télévision. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous méfiez? Est-ce que Lily, qui ne voulait pas 4 murs autour d'elle, elle aurait accepté d'aller parler de son travail de pêcheur dans les médias? Mais il y a quelques années, une cousine m'a dit pourquoi tu n'écris pas tout ça? Tu trouves un éditeur. Je dis je ne vais pas vendre mon Alaska quand même. Si les gens s'ils veulent aller découvrir ce que c'est de la pêche, ils n'ont qu'à y aller. C'était amusant, donc elle m'avait dit que j'étais bizarre et que j'étais... J'ai dit non, c'est comme ça. Et bon, là j'ai fait plus, j'espère, que raconter justement mon histoire. Mais cette vie-là, ça vous plaît maintenant Bon, ici à Arles, évidemment, ça vous plaît, le public est tellement formidable que... Mais ailleurs. Non, je suis un peu... La tête me tourne beaucoup et j'ai encore mon troupeau. Là, j'ai eu 1 mois de disponibilité, mais je le reprends bientôt. Et ça va être très difficile. Il va falloir jongler pour aller à toutes les rencontres et trouver un remplaçant. Mais je pensais que de toute façon, qu'après fin juin, j'ai arrêté le métier de berger, à part pour les remplacements. Parce que je commence à fatiguer un peu. Et je ne veux pas finir mal, quoi. Je ne veux pas finir mauvaise bergère. Donc je vais être capable encore d'arriver à les attraper, d'arriver à les soigner bien, d'arriver à... Donc je pensais me retirer dans le sud-ouest, travailler la vigne, et puis peut-être faire d'autres livres, si je peux. C'est tout ce qu'on se souhaite, nous-mêmes, d'avoir d'autres livres de vous à lire. Une dernière question avant de vous laisser la parole. J'ai vu qu'il y avait un micro sans fil, donc j'imagine qu'il vous est destiné. Une dernière question. Est-ce que vous savez si ce livre va être traduit aux États-Unis et notamment va être lu du côté de Kodiak? Oh, mais pour l'instant, il ne va pas être traduit aux États-Unis. Et je serais embêtée qu'il le lise parce que John, il est encore vivant, là j'ai appris. Et d'ailleurs, j'ai eu des nouvelles de lui depuis tout ce temps, juste quand le livre est sorti. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Il m'a dit oh, j'espère bien lire ton livre. Je me suis dit, pourvu qu'il ne le lise pas. Parce qu'il n'est pas très... Enfin, je ne lui fais pas trop de cadeaux, quoi. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire? Vous avez un micro qui doit être par là. Vous disiez tout à l'heure que le style d'écriture du début était plus sec et plus haché, et qu'ensuite le lyrisme s'est installé. Je ne suis pas trop d'accord parce que je trouve que dès les premières pages, au moment de la pêche, il y a des pages sublimes qui sont très poétiques même si le style n'est pas le même, il n'y a pas le même lyrisme, et c'est de la poésie, c'est de la poésie en prose, c'est vraiment très très touchant. Je trouve qu'on s'accroche à cette histoire alors qu'on sait que c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire parce que ce sont des tableaux vivants qui
se succèdent, avec des gens tous paumés, tous cassés. On se demande comment Lily peut vivre tout ça, comment elle a pu accepter, même si c'est un choix. Et comment avez-vous pu dire que vous étiez libre, que vous étiez maîtresse de votre vie, alors que vous étiez coincé à dormir par terre, qu'on vous promettait de payer non pas la moitié mais le quart, qu'on vous faisait travailler plus que les autres, et que vous étiez... On se moquait de vos grosses mains, qui sont pas si grosses. Alors elles ont dégonflé depuis le temps. Et que vous n'étiez pas respecté par ces hommes, et qui pourtant vous montraient beaucoup d'amour, mais caché. Mais justement, la liberté, ça se gagne. Et là, il faut qu'elle la gagne. Peut-être qu'elle vient d'un endroit où justement, on ne cherche même plus à essayer de se battre pour quoi que ce soit, quoi. Et en tout cas, elles sont authentiques. Vous avez même rajouté que cette recherche de la liberté, c'est une chimère. Peut-être, elle dit peut-être. C'est ce que vous aviez dit. Bon, Elle dit, des fois, je pense que c'est une chimère. Sur la question du lyrisme ou de la poésie, si vous voulez répondre sur le... Oui, que vous trouviez ça très lyrique. Très poétique. Oui. Et ces images, ça me fait plaisir parce que lorsque j'ai rendu le livre, je me suis dit, est-ce qu'il existe? Parce que si c'est un livre, il existe. S'il est raté, c'est pas un livre. Et j'avais l'impression qu'il existait parce que je croyais voir des images. Je me dis, en tout cas, je crois voir des images. Je vois des couleurs, je vois comme des touches là. Tchac, 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 ces oiseaux là. Tchac, tchac. Et sentir un peu les choses. Et ça me plaît quand vous dites, regarde. Il y a des... Une autre question ici. On va vous donner un micro parce que c'est... Les renseignements généraux, les renseignements généraux enregistrent tout. Alors, ça se passe aux États-Unis quand même, votre histoire, mais il y a une spécificité à laquelle vous faites allusion très souvent, c'est les Lower 48. Donc la spécificité que l'Alaska et Hawaï sont deux États américains, si j'ai bien compris, qui ne sont pas contigus aux autres. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est que donc ça se passe en Alaska, et Jude, lui, il part à Hawaï. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que ça veut dire cette spécificité-là, parce que c'est quelque chose qui lui était complètement étranger, et est-ce que ça a une réalité, ou est-ce que c'est vous qui en faites un épisode littéraire? Non, on appelle vraiment... l'Alaska est le 48e État à avoir été... 48e ou 49e... Là où faut-il être. Oui, 49e État. Et on dit toujours, là où faut-il être, en dessous... Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette spécificité, justement, puisque, hormis le fait qu'ils ne touchent pas l'Alaska, enfin, en dessous, c'est vraiment un pays rude, il n'y a pas que sur les bateaux aussi que c'est rude, en Alaska, semble-t-il, dans ce que vous décrivez. Et puis c'est vrai qu'ils sont coupés, c'est comme deux îles, quoi, avec Hawaï, oui. Il n'y a pas ils ne revendiquent pas une espèce d'indépendance. Non, pas du tout, non. Mais de toute façon, chaque État chaque État américain a son propre, quand même, ses propres lois et ses propres, plus ou moins. Est-ce que vous êtes allé à Point Barrow? Non, jamais. C'est vrai. Peut-être qu'il vaut mieux que ça reste un rêve. Voilà. J'ai plus le temps, après je péchais. Dernière chose, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si c'est un film ou un documentaire, un truc qui s'appelle Léviathan. Oh, j'aurais aimé le voir. On m'en a parlé, mais je vais jamais au cinéma. J'ai pas eu. Mais on m'en a parlé quand il est sorti. J'aimerais. Et j'ai pensé, c'est un objet cinématographique non identifié. Enfin, c'est pas un documentaire, c'est pas un film de fiction. Il y a des GoPros qui sont plongés dans l'eau. Enfin, c'est terrible. C'est un film qui est terrifiant, mais qui raconte exactement ce que vous avez vécu. Alors, je ne pense pas que ce soit le même système de pêche, mais les fameux poissons là, qui ont des gros yeux et qui ont leur langue qui n'est pas leur langue qui sort, parce que c'est leur estomac. Oui. Voilà. On voit ça là-dedans, et moi j'ai pensé à ça. Et c'est terrible ce truc. Mais je ne l'ai pas vu, j'aurais aimé le voir. Et c'est pour ça que dans le livre, il y a un des bateaux que j'ai appelé Léviathan. Voilà, parce que j'ai pensé à ce film que je n'avais pas vu, je me dis...
Une autre question dans la salle? Tellement de drogue que ça, parce qu'il y a beaucoup d'alcool. Vous parlez beaucoup d'alcool, on sent qu'il y a une grosse imprégnation, Oui. mais Il y a beaucoup de drogue aussi, oui. voilà. Mais je crois que c'est le même problème chez Parce les... qu'avec un métier si rude, pour l'alcool, encore que... Mais pas sur les bateaux. Hein. Sur les bateaux, c'est quand vous interdit, parlez hein. de John, qui vous laisse pêcher toute seule et dont vous êtes obligé de jeter la bouteille à la mer, je ne sais Oui. pas si c'est Oui, c'est si arrivé. c'est réel. Oui, ça c'est réel. Mais je veux dire, John il pêche seul, mais quand on pêche avec un équipage, on n'a pas le droit de... Normalement, on n'a pas le droit de boire à bord et pas de drogue non plus. Alors, j'ai appris, j'ai eu des amis qui étaient d'anciens pêcheurs de crabes, en fait non, qui étaient pêcheurs de crabes, mais qui avaient pêché le crabe dans les années de l'or rouge, ils appelaient ça le crabe, le red crab, c'était le king crab, c'était l'or rouge. Et là, on les envoyait sur le pont, parfois le skipper leur redonnait de la cocaïne parce que les gars étaient absolument épuisés. Alors peut-être que ça arrive encore des fois, mais normalement sur les bateaux c'est interdit, on fait attention. Mais c'est vrai qu'à terre il y a énormément de drogue et d'alcool. Mais chez les pêcheurs bretons aussi, j'avais lu comme quoi il y a aussi ce gros problème. Hein. C'est pourquoi, je sais pas. Je voulais vous poser la question, vous y êtes allé à la pêche au crabe parce que vous en avez parlé beaucoup. Est-ce que vous l'avez fait? Oui. C'était aussi bien? Oui. Mais c'était dangereux, une fois on a perdu un homme. Il faudra nous raconter. Une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, oui. Comme ça, il y aura un match nul. Voilà. Dans votre biographie, il est fait état de l'Alaska, du Canada, de l'Islande. Tout ça, c'est des pays froids. C'est quoi cette attirance pour... Non. L'Afrique du Nord. Non, il y a Hong Kong. Oui, enfin, Hong Kong mis à part. Il y a quand même une attirance pour ces contrées lointaines et vraiment très froides, quoi. C'est quoi ça correspond à quoi cette recherche? C'est le hasard ou c'était volontaire d'aller dans ces pays qui sont quand même... Eh bien, les pays froids sont parfois plus durs aussi. Enfin, la survie est plus... Il faut vraiment se battre pour résister au froid. Les pays chauds, c'est un peu moins. Et c'est le combat quand même qu'on peut trouver. Et puis la lumière du Nord est tellement belle. Il y a une pureté là, c'était une pureté extraordinaire, cette lumière bleue. Et c'est vrai que le froid vivifie, le froid... Et puis on ne peut pas s'endormir dans le froid, on gèle. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Parce que de toute façon, on va pouvoir continuer à discuter avec Catherine Poulin autour de son livre qui est là, que vous pouvez évidemment acquérir et que Catherine vous dédicacera. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. Donc si vous voulez, on peut lever le côté un peu solennel avec les micros, tout ça. Je vais pouvoir aller me moucher hors de votre vue et remercier Catherine, bien sûr, pour d'avoir participé à cette table et de ses réponses et de ce livre qui est vraiment magnifique. Merci Catherine. Merci.